Wadia, bonjour, je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Vendredi passé, à Val-d'Or, un événement bien spécial a pris place au centre Kiwanit pour commémorer les femmes autochtones disparues et assassinées, mais aussi les femmes qui ont eu le courage de dénoncer les abus de la part des forces policières de la région, dans ce cas-ci, la Sûreté du Québec. Gigi Sugi Dewak Wok. Elles ont été courageuses. Édith Cloutier mentionne le nom de cette nouvelle sculpture. Elle décrit aussi les femmes que ce monument honore par sa création. Le Centre d'amitié autochtone a voulu marquer par un monument le courage de celles qui ont pris la parole, de celles qui ont eu le courage de prendre la parole et dénoncer l'injustice, dénoncer la violence, dénoncer les abus perpétrés à leur égard par l'autorité policière. Plusieurs des femmes qui ont eu le courage de dénoncer les abus de la SQ étaient présentes. Elles furent célébrées avec un chant d'honneur. Moi, j'aimerais ça qu'on rende hommage à ces magnifiques, belles femmes. La plupart des événements de la journée étaient aussi centrés autour de celles qui ne pouvaient pas être présentes. Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées furent commémorées avec des rubans rouges attachés aux branches. Cindy Rupertas, membre de la nation Abitibiwini, non loin de là, est disparue depuis 2014. Sa famille était présente pour assister à cet hommage. La femme de l'Ouest est la seule à avoir le regard qui porte vers le Créateur. C'est le profil de Cindy Rupertas. Mais les événements de la journée n'étaient pas que des commémorations. Plusieurs des chefs des Premières Nations ont pris l'opportunité de prendre la parole et ont exprimé la frustration ressentie face à certains aspects de la récente diffusion du rapport final de la Commission Vient. Nous aimerions reconnaître que le rapport de la Commission Vient avait quelques lacunes. Les éléments qui ont donné pour cause de la Commission Vient, qui étaient les allégations d'abus par les femmes autochtones de cette région aux mains de la SQ, n'ont pas été adressés. Il n'y a aucune mention dans le rapport des torts qui a été spécifiquement fait à vous, les femmes, et aucune mention non plus de la culture qui existe à la SQ qui donne le résultat de ces abus. Mis à part la déception, l'espoir que des journées comme celle-ci apportent aide à poursuivre le processus de guérison. Pour ces femmes, c'en est un qui est en processus depuis au moins 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour se tourner vers le chemin de la guérison, mais nous voulons ne jamais oublier, nous voulons garder en mémoire, et ce monument est un monument de mémoire. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Val-d'Or, Québec. Suite à la diffusion du rapport tant attendu de la commission d'enquête Vient, le premier ministre Legault a présenté des excuses publiques aux Premières Nations et aux Inuits du Québec pour les injustices et la discrimination répandues dans les services publics de la province. Durant son discours devant une Assemblée nationale silencieuse, Legault a offert les excuses les plus sincères de l'ensemble de l'État québécois. Il a admis que les représentants provinciaux ont manqué à leur devoir et qu'historiquement, ils n'ont pas écouté les appels au changement des communautés autochtones. Il a déclaré que le Québec passera en revue les recommandations proposées dans le rapport, mais que par respect, il n'imposera pas de solution. Comme pour le Québec tout entier, on doit faire plus, on doit faire mieux, on doit le faire avec les membres des Premières Nations et les Inuits. Comme je le disais dans mon discours inaugural, on doit travailler ensemble à développer le Québec pour le bien commun de nos nations respectives. Aujourd'hui, par cette déclaration, je vous confirme que le Québec va répondre présent. Nous aimerions savoir ce que vous pensez des excuses du premier ministre François Legault aux Autochtones. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre par courriel au info@aptn.ca, sur Facebook à Nouvelles APTN
et sur Twitter, @nouvelles au pluriel APTN en un mot. L'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Kiiu est géographiquement la plus grande circonscription provinciale au Canada. Elle compte aussi une importante population de Cris, d'Anishinaabe et d'Inuits. Lors d'un débat récent, les candidats ont fait un point d'honneur d'adresser les enjeux qui concernent les électeurs autochtones dans la région. Tom Fenario y était pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Les candidats qui ont choisi de participer à ce débat peuvent avoir diverses idéologies politiques, mais ils ont tous une chose en commun. Ils veulent gagner les votes des électeurs autochtones dans la circonscription, comme le ministre précédent, Romeo Saganash, l'a fait avant eux. La candidate libérale, Isabelle Bergeron, fut la première à parler des relations autochtones. Elle défend les actions libérales mentionnant les 4,5 milliards qui furent mis de côté dans le budget pour des initiatives autochtones. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas régler des siècles d'injustice en quelques années, mais nous sommes convaincus que les grands pas qu'on a fait depuis 4 ans ont jeté des bases solides d'une collaboration à long terme. Le candidat conservateur, Martin Ferron, veut trouver une solution au problème de sécurité alimentaire de la région, spécifiquement pour les Inuits de Nunavik. Pour les Premières Nations, au niveau de l'alimentation dans le Nord, on paye une boîte de macaroni 12 $ à Kuujjuaq. C'est inacceptable. Ça naît de la discrimination, ça, quand on n'est pas capable de donner accès à un peuple, à de l'alimentation saine, à un coût juste. Ça naît une forme de discrimination. La candidate du Bloc québécois, Sylvie Bérubé, a souligné que son parti a une politique de respect de l'autodétermination des Autochtones. Tout n'est pas parfait. Écoutez, avec la commission Vient, on l'a vraiment vu. Il faut aller de l'avant. On ne fait pas une réconciliation, on va faire une conciliation avec les communautés autochtones et les Inuits. Donc, on va travailler ensemble pour une meilleure compréhension et une meilleure collaboration. La candidate du NPD, Jacqueline Rouleau, a mentionné les tentatives de son parti d'implanter la Déclaration de l'ONU pour les droits des Autochtones et a ensuite forcé Ferron à défendre sa position. Comment expliquez-vous que c'est votre parti qui a tué le projet de loi sur les droits de tous les peuples et nations autochtones au Canada? Le Parti conservateur a pu bloquer cette motion-là seul quand il est minoritaire au Sénat, que celui-ci est majoritairement libéral. Question à M. Ferron. Ferron fut aussi attaqué par Bergeron, la candidate libérale, pour les commentaires que le chef conservateur, Andrew Scheer, a fait sur les peuples autochtones qui tiennent les projets de ressources naturelles en otage. Les Premières Nations doivent être des partenaires. C'est ça qu'il a dit également dans sa notification. Merci beaucoup. Les élections fédérales se tiendront le 21 octobre. Pendant ces temps, les électeurs autochtones aideront à décider lequel de ces candidats sera élu. Tom Fenario, Nouvelle nationale d'APTN, Val-d'Or. C'est déjà l'heure de la première pause. Au retour, le sondage commandé par APTN auprès des électeurs autochtones et le gala Tewagin. À tout de suite. Rebienvenue aux Nouvelles nationales. APTN a demandé à Environix Research de réaliser un sondage pour connaître l'opinion des électeurs autochtones au Canada. Un peu plus de 1000 personnes ont été sondées à travers le pays, dont 12 % au Québec. Voici les faits saillants. Il y a 4 ans, 10 députés autochtones étaient élus au niveau fédéral. 8 d'entre eux pour les libéraux et 2 pour le NPD. Les libéraux semblent depuis avoir refroidi les électeurs autochtones. Seulement 21 % des répondants voteraient libéral. Les conservateurs mènent avec 26 %, suivis du NPD à 20 % et du Parti vert à 16 %. Aussi, plusieurs répondants sont indécis, soit 16 % d'entre eux. L'allégeance politique des Premières Nations était presque répartie également entre les partis. 23 % libéraux, 22 % NPD, 17 % Parti vert et les conservateurs récoltant 19 % des votes. La population inuite possède un grand nombre d'électeurs indécis en ce moment. 32 % des Inuits ne savent pas pour qui ils voteront. 23 % des répondants considèrent l'environnement comme étant la préoccupation la plus pressante, alors que les pipelines et les coupes dans les programmes sociaux ont tous deux obtenu 5 % des votes. Le gala Tewagin, tenu récemment à Trois-Rivières, fut l'hôte de récompenses remises aux musiciens autochtones de plusieurs nations, parmi ceux qui ont fait paraître un album dans les 2 dernières années. Notre journaliste Sylvie Ambroise était présente. Le
Le gala s'est déroulé en présence des interprètes-compositeurs des nations Innu, Naskapi, Cri, Atikamekw et Inuit, ainsi que le président d'honneur, Constant Awashish, le grand chef de la nation Atikamekw. 11 prix ont été remis pour le meilleur interprète, meilleur album et un prix hommage. Le groupe rap Violent Ground furent les grands gagnants. Ils ont remporté 3 statuettes. Malgré le succès des artistes des Premières Nations, Awashish constate que l'intention est de réunir les cultures. Si on veut créer des ponts, on veut faire tomber les barrières, mieux travailler avec les Québécois, les Canadiens, je pense c'est de trouver des moyens de pouvoir de trouver une façon pour qu'eux s'associent à notre musique et qu'ils puissent l'apprécier autant que nous l'apprécions. Je pense que c'est un bon moyen d'attirer une nouvelle clientèle pour nos artistes. Une équipe archéologique à Haida Gwaii, au nord de la Colombie-Britannique, a découvert un site ayant pu être occupé il y a 13 000 ans. Cela signifie qu'il est possible que des gens y aient vécu 2000 ans plus tôt que ce qu'on croyait. Un reportage de Lee Wilson. Haida Gwaii signifie « île des Haïda » et c'est situé sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Une équipe scientifique pourrait avoir trouvé un morceau historique du castel qui indique comment et à quel moment les premiers habitants se sont établis en Amérique du Nord. We identified pollen and spores and charcoal from a sediment core in a small pond that was once fresh water and has now been covered over by rising sea levels. La découverte du charbon pointe vers l'utilisation du feu pour le chauffage et la cuisson. L'équipe archéologique a cherché de plus en profondeur et a trouvé des échantillons qui datent jusqu'à 13 000 ans, soit 2000 ans plus tôt que les archives historiques d'occupation trouvées. Well, why is there so much charcoal here? Because we're in a hyper-maritime, very wet coastal climate where forest fires are very rare or almost non-existent in some areas, and analyzed, counted the charcoal bits in there and discovered that there were many peaks of charcoal that were statistically significant below the period of known occupation. L'une des principales implications de cette découverte est que les habitants utilisaient déjà des véhicules marins pour chasser et pêcher, il y a plus de 13 000 ans. And the archaeological evidence of animals that were hunted and used include marine fish like halibut and salmon, herring, and others. Plus, what really surprised me, there were bones of albatross in here. Une autre implication remet en question la vision acceptée scientifiquement qui croit que les habitants sont arrivés par le détroit de Bering grâce à un corridor sans glace et qui se sont ensuite installés sur la côte. It now looks like it's the other way around. People came down using watercraft, knowing how to use marine resources, and that is a major sort of change in thinking from a land-based to a marine, from marine to probably more land-based. Grâce à d'autres découvertes récentes en Amérique du Nord qui remontent jusqu'à 16 000 ans dans le passé, nous commençons à comprendre que la côte était habitée bien plus tôt qu'on ne le pensait. Un reportage de Lee Wilson, Nouvelle nationale d'APTN, nord de la Colombie-Britannique. Le mystère du vol d'une œuvre d'art à Montréal connaît un déroulement heureux. Une main de bois dérobée sur le totem créé par Charles Joseph, situé à l'extérieur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, a tranquillement été retournée durant la nuit. La main avait été volée par 2 personnes portant des capuchons tôt vendredi matin. Une vaste campagne a promptement été lancée sur les réseaux sociaux, les exhortant à retourner la main. Mercredi, un porte-parole a confirmé que la main avait été laissée sur le seuil de leur porte pendant la nuit avec une note présentant des excuses sincères pour un geste commis alors que les voleurs, je cite, n'étaient pas dans un état d'esprit sobre. Le musée retire sa plainte et travaille à restaurer la pièce dans sa forme originale. C'est maintenant la dernière pause avant notre entrevue avec Édith Loutier, directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Nous parlerons avec elle des derniers déroulements de la Commission Vient et des actions attendues. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et chevalier de l'Ordre national du Québec, Édith Loutier a été parmi les premières à écouter les femmes autochtones vivant à Val-d'Or. Ces femmes Cri et Anishinaabe qui ont dénoncé les abus qu'elles ont subis de la part des policiers de la Sûreté du Québec. Voici ce qu'elle avait à nous dire sur les récentes conclusions du rapport du juge Jacques Vien. Kwekwe. Hier, on avait eu le dépôt de la commission Vien. Est-ce que vous êtes surprise des résultats et des recommandations ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose auquel vous vous attendiez?
Bien, c'est sûr que toute la question de la discrimination systémique, on en parle, on est confronté encore. Aujourd'hui, là, les membres de notre communauté, les gens qu'on côtoie au Centre d'amitié autochtone ont des expériences à tous les jours de discrimination, de racisme à leur égard dans les services publics, mais dans le quotidien. Donc, de mettre de l'avant, à travers une commission d'enquête, de consigner ces récits de discrimination par les presque 1000 témoignages et de les consigner dans un rapport et le présenter à l'État québécois, donc sans détour, qu'il y a de la discrimination systémique dans les services publics. Pour nous, comme Autochtones, c'est pas étonnant parce qu'on le vit, mais je pense que ce que ça permet de faire, ça permet de mettre ça en avant-plan, puis de créer justement un débat public sur cette question, mais surtout de mettre de l'avant des actions par le gouvernement du Québec. Et donc ça nous amène à toute la question des appels à l'action. Donc, avec ces appels à l'action-là, puis les situations qui sont décrites par Viens, vous, est-ce que vous êtes satisfaite de ça? Est-ce que vous attendiez à plus ou vraiment vous trouvez que c'est satisfaisant ce qui a été présenté? Bien, c'est sûr que on a une satisfaction générale. Là. Je pense que c'est quand même un document qui est important. Ce rapport-là qui met de l'avant les récits, comme je disais, de ces témoins, qui interpelle directement le gouvernement du Québec dans sa responsabilité. Donc, un gouvernement prenne au sérieux, c'est ce qu'on disait, on veut que le gouvernement du Québec prenne au sérieux ce rapport, mais qu'il soit aussi porté par les citoyens et les citoyennes. Donc, qu'on puisse voir une volonté, mais accompagnée d'efforts pour la mise en œuvre. Et puis, on regarde, on est à peu près 4 ans plus tard, après les dénonciations des abus de ces femmes autochtones-là. Vous, selon votre expérience, qui vivez à Val-d'Or et qui vous êtes au Centre d'amitié la plupart du temps, est-ce que vous remarquez une différence dans les rapports avec les forces policières puis la communauté autochtone? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est le statu quo? Comment c'est quoi le pouls? Bien, c'est ça. C'est qu'il y a 2 niveaux qu'on regarde aujourd'hui, en 2019, sur la question de la police et les relations avec les Autochtones. Donc, le premier niveau, il est institutionnel. Et l'autre niveau, on constate que sous l'angle individuel, donc à Val-d'Or, par exemple, il y a eu des changements, des transformations dans la gestion de la police, une réorganisation des services de police. Il s'est développé une police communautaire mixte avec un poste distinct du poste de police régulier, avec des intervenants qui agissent de façon complémentaire avec nos intervenants, notamment sur toute la question de l'itinérance et des problématiques qui découlent de l'itinérance à Val-d'Or. Et sous l'angle de ces rapports terrain dans le quotidien, on a une vision commune qui se développe puis qui est en train de se travailler face à la vulnérabilité des personnes autochtones en itinérance. C'est pour ça que je dis que c'est pas noir et blanc en ce qui concerne le travail de la police 4 ans plus tard à Val-d'Or. On doit reconnaître que les efforts commencent à porter fruit. Mais encore là, quand on met ça en contrepartie de la culture de la Sûreté du Québec, puis pour changer une culture organisationnelle, bien, il faut reconnaître que cette culture-là est défaillante dans le système de la police. Et c'est ce qui n'a pas été reconnu ni par l'ancien dirigeant de la SQ devant la Commission Viens, donc Martin Prudhomme, et encore moins dans le rapport de la Commission Viens. Alors ça, c'est une des critiques qu'on apporte. Et puis, au sein de la population en général, en termes de citoyens à Val-d'Or,
Est-ce que, on parlait, vous effleuriez tout à l'heure le sujet de l'itinérance au sein de la communauté autochtone. Est-ce que c'est facile pour un autochtone de se trouver un logement à Val-d'Or ou est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a du racisme en termes au quotidien, en termes des citoyens? On a parlé plutôt des corps policiers, mais au terme de la population en général. Bien, Val-d'Or, là, c'est un lieu de convergence depuis toujours. Autochtone, non autochtone, c'est une trajectoire du nord vers le sud. Donc, Val-d'Or a toujours été face aux défis de la cohabitation harmonieuse et à travers l'histoire de Val-d'Or, on a une histoire peu reluisante de nos rapports autochtones-non autochtones. Moi, j'ai le privilège d'agir à travers un centre d'amitié autochtone qui a une double mission: améliorer la qualité de vie des Autochtones, mais favoriser le rapprochement, donc provoquer la rencontre. Et quand on est intervenant, donc de premier plan sur ces rapports-là, on a l'opportunité d'échanger puis d'amener les gens à échanger. Mais ceci étant dit, les défis de cohabitation sont tout aussi importants qu'il y a peut-être 30 ans parce que dans cette évolution-là, c'est sûr que les événements comme les événements de Val-d'Or 2015 ont challengé, si je peux dire, les citoyens de Val-d'Or, parce qu'on a créé vraiment une polarisation à travers ce débat-là entre les gens qui sont pour la police, et majoritairement donc non autochtones, et les femmes autochtones et les communautés autochtones. Donc, on est constamment mis à défi devant ces rapports autochtones-non autochtones-là. Et oui, le racisme, la discrimination est encore présente dans la recherche de logement. On est en train de travailler à ouvrir le marché du travail parce qu'on est conscient qu'on est dans des défis, c'est ça, des défis de main-d'œuvre. Alors, je pense qu'il y a cette volonté-là, mais il faut l'articuler, il faut l'entretenir, il faut labourer la terre, il faut en prendre soin de cette terre-là pour créer le terrain fertile de relations et d'une cohabitation harmonieuse. Mais c'est jamais acquis, c'est un travail continu. Parfait. Mais je vous remercie beaucoup pour votre temps, Édith Cloutier. Merci. Merci, Miigwech. C'est ce qui conclut votre bulletin. En mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions sincèrement d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles nationales à APTN. Ici Sophie-Claude Miller, Wadja, Yamé, Matashi. Au revoir. Tonight